Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous pour un nouveau numéro de cette émission, surtout le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Toute l'équipe de réalisation est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors, fidèles téléspectateurs, vous le savez, depuis lundi, nous sommes installés au niveau du Palais d'Issouka de Koudgou. Pour la rubrique à la découverte d'aujourd'hui, nous allons vous proposer à nouveau d'écouter le chef d'Issouka. Il s'agit notamment de Nabasaga Ier qui occupe le palais d'Issouka. Pour la rubrique invité du jour d'aujourd'hui, nous recevons l'activiste panafricain et également président de l'ONG Urgence panafricaniste. Kémy Seba est notre invité de ce jour. À partir de 8h, nous allons le retrouver pour l'entretien du jour. Et pour la rubrique sécurité routière, nous parlons de l'arrêt et le stationnement. Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end et nous partons tout de suite maintenant pour À la découverte 2. Et pour la rubrique À la découverte 2, nous sommes installés confortablement au niveau du palais de Nabasaga Ier. Il s'agit bien sûr du chef d'Issouka et nous vous faisons découvrir le palais d'Issouka de Koudgou. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage de Nabasaga Ier. C'est l'occupant de ce palais d'Issouka. Il est le chef d'Issouka. Si on veut venir visiter le musée, nous avons un bureau, on a créé une fondation qui gère un peu ce musée. Et si vous arrivez, il y a des tarifs. Quand vous viendrez là-bas, on vous dira un peu les tarifs. Et avec ça, on arrive quand même à payer l'électricité. On arrive à payer l'eau. Puisque, bon, jusqu'à présent, c'est de ma propre poche. Alors, petit à petit, je crois que cela m'a prouvé que les gens aiment la culture. Le prix qui leur est donné, bon, ils viennent, ils payent. Et nous aussi, on s'en sert pour nettoyer, pour payer tout ce qui doit être payé pour ça. Et puis notre rêve, on est en train de discuter avec le ministère de la Culture pour pouvoir créer une convention entre notre fondation qui gère le musée et le ministère, pour qu'ils puissent mettre à notre disposition des guides payés par l'État et qui aident afin que nous ne puissions, parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir des ressources nécessaires pour payer des agents. Et alors qu'il faut les payer, parce que c'est un travail quand même qui est très demandant, comme on dit en anglais, qui est très exigeant. Voilà. Puis j'ai été intronisé en 2005, chef, et lui, il est arrivé en 2006. J'ai dit, bon, nous allons nous partager le travail. Tout ce qui est rationnel, tout ce qui est dossier, tout ce qui est vraiment de l'ordre des statistiques, tu vas t'en charger. Maintenant, tout ce qui est traditionnel, laisse-moi, je nomme, puisque j'ai nommé 4 chefs, dont une femme chef. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est question de bonnet à Issouka. Mais lui, Patrick, s'occupe de tout ce qui est gestion. Si vous arrivez, le dôme, par exemple, a été construit de ses mains. C'est de ses mains qu'il a construit le dôme. Et c'est lui qui gère tout ça. Quand vous arrivez, les ampoules sont là, ça ne marche pas, c'est lui qui change. Il faut dire que j'ai vraiment une chance. Et je dis merci à mes ancêtres de m'avoir dirigé ce monsieur qui est là, qui ne me demande rien, puisque je n'ai pas d'argent pour le payer. À la limite, c'est même lui, par moment, qui aide un peu à boucher certains trous qui viennent d'apparaître. Je suis heureux d'avoir fait ce musée et mes grandes attentes sont que de par le pays, des personnes mieux nanties peut-être que moi, mieux placées que moi, et que le pays lui-même donne de l'importance au musée, à la question muséale. C'est très important. C'est très important. C'est vrai qu'anthropologiquement, nous autres, moi aussi, on n'aime pas la conservation. Après le décès d'un de nos membres de famille, si c'est un homme, au bout de 3 ans ou 3 mois, on dit allez, on disperse les affaires, on les partage. Sinon, il ne va pas partir. Si c'est une femme, on dit allez, on partage et puis on ramène son coupéro, c'est-à-dire son panier qu'il a porté venir. Ça, c'est anthropologiquement dans nos têtes. Mais nous devons dépasser cela pour dire non, les effets de nos aïeux doivent être montrés à nos arrière-petits-enfants. Et moi, je voudrais que cela soit. Ce sont mes grandes attentes. Si le Burkina
vraiment pousse là-dessus. Moi, je pense que, et j'appelle les autorités à donner une importance. Il y a un musée national, mais par moment, je suis un peu sur ma soif quand je vois les affluences. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le Burkina a fait le musée, mais il faut pousser les agents qui sont... Il faut que les agents qui sont là aussi n'attendent pas du gouvernement seulement. Mais vous avez votre salaire, essayez de bouger. Moi, je ne paye pas Patrick, il bouge, ça marche. Comment ils doivent bouger? En accueillant d'abord bien. Quelqu'un qui vient dans un musée qui n'est pas accueilli, tu arrives, les gens ont les bras croisés, alors on ne sait pas, tu poses une question ici, on ne peut même pas répondre, la personne, tu demandes les toilettes, elles sont sales, ça ne peut pas attirer des gens. Chez nous, nous avons mis tout ça au point. Quand les ambassadeurs arrivent pour visiter notre musée, depuis Ouagadougou, la première des choses, nous indiquons les toilettes qui sont propres. Ça, c'est très important. Toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes. Puisque vous, les femmes, vous avez besoin d'un lieu spécial. Et vous voyez, ce sont tous ces éléments que je demande à tous ceux qui veulent mettre des musées en place au Burkina Faso de tenir compte. Et ça, je serai heureux. Je vais mourir en paix en disant que voilà ce que j'ai essayé d'apporter au Burkina Faso. Moi, je ne peux pas concevoir qu'ailleurs, même les anciens présidents ont des musées, ont créé des musées. Si Jacques Chirac a fait les musées, Mitterrand en a fait, John Kennedy a le musée, John Kennedy. Mais il faut que nos dirigeants aussi se réveillent pour dire tous les cadeaux que je reçois en tant que président, moi je ne dois pas les laisser comme ça. Je veux créer un petit musée, un musée ceci, un musée cela. Et tout ce qui se passe, que nous puissions vraiment garder. Et si nous les gardons, vous voyez que nos petits-enfants, nous le revaudrons beaucoup, beaucoup. Et ils vont se tabler dessus pour le développement. Sinon, ils ne voient rien de nos ancêtres. Ils ne regardent que nos gens sur Facebook. Ça ne construit pas un pays. À l'instant, c'était Je ne cesserai si Malik Al-Aslamazone et nous souhaitons encore bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent. Maintenant, nous allons nous informer parce que pour bien démarrer la journée, il faut être au parfum de l'actualité. Et comme tous les vendredis, nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Eladj Soumaïla Rabo, que nous retrouvons à présent. Bonjour et bienvenue. Bonjour Zeta, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'actualité est marquée par le procès Thomas Sankara, coup d'État au Soudan, mais bien d'autres actualités. Nous découvrons. C'est ça, comment la Fédération burkinabé de football, la sortie de Lazare Bansé. On commence avec le journal Le Quotidien, Kémy Seba à propos du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Il dit: j'aurai un goût amer du procès si Blaise Compaoré et le gouvernement français ne sont pas condamnés. Insécurité au Burkina, à la date du 25 octobre 2021, nous enregistrons 2682 établissements fermés. Propos du ministre en charge de l'Éducation nationale, professeur Stanislas Ouaro. Dans la rubrique digne d'intérêt, Seitenga Sahel, un civil enlevé sur un site d'orpaillage. Gorom Oudalan, 2 gendarmes portés disparus après l'attaque de la gendarmerie. Média, décès d'une journaliste nigérienne à Ouagadougou. Koulpelgo, braquage au marché de Yoruga. Tour du Faso 2021, toujours à la une du journal Le Quotidien, la succession à Antonio Dario officiellement lancée. On peut lier à la une de aujourd'hui au Faso aujourd'hui, Lazare Bansé, président de la FBF, entendait la Fédération burkinabé de football. Pourquoi j'ai congédié mes 4 collaborateurs? Révolution numérique en Afrique au cœur du 7e Rebranding Africa Forum à Bruxelles. Procès Thomas Sankara, Idrissa Sawadogo et Nabonswende Ouedraogo plaident non coupables. Lutte contre la drogue en milieu scolaire, l'association Lydie alerte le lycée de la jeunesse. Vague de condamnation du putsch au Soudan, Al-Bourhan tiendra-t-il le coup? 10e conférence annuelle de la DGI, la Direction générale des impôts, synergie d'action avec les collectivités territoriales actées.
Tour du Faso 2021, début festif au pied des pics de Sendou. Le CCVA suspend ses activités dans la région du sud-ouest. Le CCVA, c'est le centre de contrôle des véhicules automobiles. Et puis COP26 en Écosse, la montagne va-t-elle accoucher à Glasgow? La France dote le Niger de matériel militaire. Tous ces titres-là, c'est à retrouver dans la rubrique les news du VSD de aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga présente réaménagement du comité exécutif et de la Fédération burkinabé de football. Lazare Bansé sort de son silence. Dans la rubrique Une lettre pour l'AI, au moto FDS. La ministre Go va-t-elle suivre Sarah? Blaise était-il vraiment consigné? Des télés privées menacées de coupure. Procès Thomas Sankara, Idrissa Nabonswende ni les faits. Processus de réconciliation nationale, ce que peut faire l'autre moitié du ciel, ce sont les titres qu'on peut lire aujourd'hui à la une de l'Observateur Palga. Le pays pour terminer. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Si j'avais participé au coup d'État, au moins, j'aurais été décoré. Ce sont les propos de Idrissa Sawadogo, un des accusés. Et puis l'audience suspendue pour être reprise le 2 novembre prochain. Victor Poilabou, président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire, nous ne voulons pas de Gilbert Ouedraogo à la haute cour de justice. Réglementation du volontariat au Burkina, le projet de loi voté à l'unanimité. 10e conférence de la DGI, des acteurs en réflexion pour améliorer le processus de décentralisation. Koundé 2021, Amzi, Sisbi, Des Altino, Donchap de Batoro et Emile Le Chanceux dans la course pour l'or. Popouri, politique et nationale, Luc Adolphe Tiao lance son parti politique le 6 novembre prochain. Et puis Lazare Bansé, président de la FBF, à propos de la révocation des membres du comité exécutif, j'ai fait cette opération chirurgicale pour le bien de notre football. Merci bien. Retour sur quelques sujets. Nous allons terminer, commencer du moins par ce que vous avez terminé, notamment la conférence de presse de Lazare Bansé, qui sort de son silence après, bien sûr, les limogeages au sein de la Fédération burkinabé de football. C'est vrai, on en parlait à peine une semaine. Lazare Bansé, le nouveau président de la FBF, nouveau, ça fait 1 an déjà. Il n'est plus si nouveau que ça. Il a remplacé Sita Sangaré l'année passée à Bourg-du-Lasso et il a commencé à marquer son terrain et son territoire en limogeant des gens qu'on présente plus ou moins comme des proches de l'ancien président, dont Papi. Il a attendu quelque temps les réactions, les accusations, les critiques avant de réagir. Et on peut retenir de ce qu'il a dit hier en conférence de presse pour justifier ce qui est arrivé. Comme le pays le dit, il appelle ça opération chirurgicale. Il a réalisé cette opération chirurgicale là pour le bien du football burkinabé. En fait, il a dit qu'il a constaté que ceux qu'il a remerciés là ne faisaient pas le job comme lui, il voyait les choses, parce que lui, il tient à la rigueur, il tient à la droiture, il tient au travail bien fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a voulu prendre la tête de la Fédération burkinabé de football. C'est pour porter notre football plus haut. Il a évoqué, pour être plus concret, le fait que ces 4 personnes-là ne venaient pas au travail à l'heure, étaient souvent absentes de leur poste et ne faisaient pas les choses conformément aux objectifs de la Fédération burkinabé de football, soit. Voilà. Donc, on peut leur reprocher des choses. Maintenant, est-ce que, ça c'est le problème maintenant du droit et du juridisme, est-ce que le président Lazare Bansé avait compétence pour les limoger? C'est ça toute la question. Parce que vous savez, la Fédération burkinabé de football, ça fonctionne exactement comme une association. Parce que c'est une association. Voilà. Ce n'est pas un service de l'État. C'est une association qui travaille en parfaite collaboration avec l'État, étant donné que souvent, des moyens pour mettre en mouvement nos activités footballistiques là viennent du ministère des Sports.
mais ça reste une association. Et vous savez que dans les associations, quand on élit le bureau en assemblée générale, on précise, après que l'Assemblée nationale a désigné les membres du bureau dans les statuts et les règlements intérieurs, que c'est l'Assemblée générale qui est encore compétente pour retirer les mandats de ceux qui ont été mandatés en Assemblée générale. Donc le président ne peut pas sur des sautes d'humeur comme ça décider j'enlève le secrétaire général, j'enlève le trésorier. C'est pas lui qui les a mis là, c'est l'Assemblée générale. En association, ça fonctionne comme ça. Bon, maintenant, curieusement, à la Fédération burkinabé de football, qui est une association, je le répète, ils ont revu les textes et ils ont réorganisé les choses autrement. Et en Assemblée générale, ils ont élu seulement le président. Et ils ont demandé au président de former le bureau. Maintenant, les textes ne disent pas, à partir du moment où le président forme le bureau, après l'Assemblée générale, est-ce qu'il peut démettre les membres du bureau? Lazare Bansé dit que oui. Son avocat, Maître Angelin Poda, dit que oui. À partir du moment où il a le pouvoir de nommer, la conséquence immédiate, c'est qu'il a le pouvoir de révoquer. Ça, c'est le bon sens, en fait. Voilà. Et comme ce sont les textes de la FBF, il faut que ça soit interprété. À partir du moment où ce n'est pas clairement écrit, c'est le juge qui va interpréter. Et donc, l'affaire est en justice, puisque ceux qui ont été démis disent qu'il n'a pas ce pouvoir, alors que c'est lui qui les a nommés. L'Assemblée générale ne les a pas désignés directement. On va aller demander au juge d'interpréter pour nous les textes de la Fédération burkinabé de football. C'est aussi simple que ça. Oui. Et donc, on ne peut pas beaucoup spéculer là-dessus. Attendons, le juge va tirer les conséquences de ça. Mais je crois que s'il y a un vrai problème, c'est le problème des textes au départ. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire des associations comme ça, où le président a le pouvoir après de désigner les membres du bureau en dehors de l'Assemblée générale sans vote. Bon, après, ils sont un peu faibles, les autres membres du bureau qui n'ont pas été désignés en Assemblée générale. Voilà. J'ai vu qu'à la communauté musulmane du Burkina, le samedi passé, c'est ce qui s'est passé. Le président seul a été élu et c'est lui qui a la charge de former le bureau et ça va être en dehors du Congrès. Bon, donc si avec après, voilà, c'est à des risques. Si après il veut démettre quelqu'un qui n'a pas été désigné, qui n'a pas eu la légitimité de l'Assemblée générale, bon, la personne est un peu embarrassée. Voilà, elle est vraiment faible. C'est pourquoi il faut que l'AG prenne cette décision-là. Le président, il est élu au même titre que le secrétaire général. Et s'il y a des sanctions, il faut des procédures très claires, peut-être en bureau exécutif, peut-être en conseil intermédiaire pour, par exemple, proposer les sanctions et puis amener en assemblée générale. Voilà. Pour faire en sorte aussi que le président ne soit pas tout puissant. Sinon, après, il va devenir un dictateur. Passons à autre chose. Parlons maintenant du procès Thomas Sankara. C'est une pause jusqu'à mardi. Oui, vous savez que tirant leçon de ce qui s'est passé au procès du coup d'État de 2015, où le procès se déroulait du lundi au vendredi, je crois que c'était assez fastidieux. Le tribunal militaire a décidé d'organiser ce procès-là lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, et de marquer une pause vendredi, samedi, dimanche et de reprendre lundi. Les heures aussi sont très, très calées, je crois que c'est de 9h à 13h, voilà, et de 14h après à 16h. Et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. L'ouverture date depuis le 11 octobre. La suspension a duré 2 semaines. L'audience s'est poursuivie à partir du 25 octobre et jusqu'à présent, il n'y a pas de couac. Voilà. Ça a été réglé les questions de formation du tribunal avec les juges militaires, assesseurs. Ça a été réglé l'affaire des témoins, la liste des témoins avec les possibilités d'entendre des témoins par visioconférence actée. Ça a été réglé l'affaire de l'enregistrement que le juge a rejeté. Ça a été réglé les affaires de liberté provisoire que le juge a acté également, en dehors de Gilbert Guenguéré. Donc tous les autres, normalement, doivent pouvoir rester chez eux et venir tous les jours au procès. Et donc, on est actuellement aux auditions. On retient que le soldat de première classe, Élisée Amba Ilboudo, qui est passé en premier, était quand même un élément clé de l'enquête et est un élément clé apparemment
du procès. Parce que les avocats des parties civiles notamment disent que c'est lui qui permet d'avancer dans la manifestation de la vérité. Parce qu'il a été le chauffeur qui a conduit une des voitures du domicile de Blaise Compaoré au lieu de l'assassinat de Thomas Sankara. Et ceux qui connaissent Ouagadougou savent que c'est quelques distances seulement entre la résidence de Blaise Compaoré sous la Révolution, c'est-à-dire dans la zone de Koulouba, autour de l'hôtel Azalaï à Koulouba, donc derrière l'ancienne Assemblée nationale. Et de là-bas au Conseil de l'Entente, c'est juste quelques petites distances à faire. Les deux voitures ont quitté là avec des militaires du Sénèque de Pau, assurant la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré. Le Sénèque de Pau, c'était le centre d'entraînement national d'entraînement commando. C'est un centre qui a été créé par Thomas Sankara, en fait, à la demande de l'armée, créé par Thomas Sankara, qui a été le premier commandant, et ensuite Blaise Compaoré et Gilbert Guinguéré. Les voitures ont quitté Koulouba pour le Conseil de l'Entente pour exécuter la besogne. Maintenant, le soldat de première classe, Élisée Yamba Ilboudo, était l'un des chauffeurs parce que son chef, l'adjudant-chef Yassine Kafando, lui aurait dit Élisée, prends une des voitures, on va au conseil. Et puis, il a dit aux autres militaires d'embarquer. Maintenant, Élisée, qui était le chauffeur, dit ce que lui, il a embarqué. Et il a embarqué Yassine Kafando, le chef d'abord, qui était craint. On le saura un peu plus tard dans les interventions des autres accusés. Et puis d'autres. Maintenant, lui, il cite des noms. Et ceux qu'il a cités viennent après, ils disent non. Yamba Élisée, comme il a fait un accident autour de 1989, il a été un peu dérangé mentalement. Tous ceux qui citent là disent non, nous on n'y était pas, on n'était pas dans sa voiture, on n'a pas embarqué avec lui, on n'était pas sur le site de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous on est resté en garde au domicile de Blaise Compaoré. Vous voyez, c'est un peu ce ping-pong-là qu'on a vécu ces derniers jours-là au procès. Donc après Yamba Élisée Ilboudo, qui a dit que lui, il a pris la voiture, il a amené un groupe au Conseil de l'Entente. Ils ont marqué un arrêt d'abord au pied-à-terre de Blaise Compaoré, au sein du Conseil de l'Entente. Ils ont marqué un autre arrêt au pied-à-terre de Yassine Kafando, le chef, avant d'aller à la salle de réunion où Thomas Sankara était, avant que tout bascule. Lui, il y était. Il a dit le premier jour que il n'est pas descendu de la voiture. On lui avait demandé aussi le premier jour s'il avait vu le lieutenant Gilbert Guinguéré. C'était son grade encore, en 1987. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu. Mais le deuxième jour, sur insistance des avocats, il a dit qu'il est descendu de la voiture et qu'il avait aussi son PA. Bon, peut-être qu'il a lui aussi participé au massacre. Il a dit le deuxième jour qu'il avait peur de Guinguéré parce qu'il voulait vivre en paix avec sa femme et ses enfants. Bon, qu'il a vu Guinguéré en réunion. Vous voyez? Donc tout ça, je crois, c'est avec des hésitations, mais ça aide à la manifestation de la vérité. Parce que 34 ans, c'est quand même beaucoup. Bon, mais si 34 ans encore, on continue d'avoir peur de Gilbert Guinguéré, ça veut dire que le côté criminel là est quelque part pendant. Voilà. Et c'est la même chose avec Yassine Kafando et on comprend alors pourquoi il a fui. Voilà. Parce que on le saura un peu plus tard avec les deux accusés. Après Yamba Élisée Ilboudo, c'est Idrissa Sawadougou qui est passé, caporal, lui. Lui, il dit qu'il était en poste au Conseil de l'Entente et que Yassine Kafando lui aurait dit de quitter le Conseil de l'Entente pour venir à la résidence de Blaise Compaoré pour garder là-bas. Et c'est quand lui il est venu à Koulouba que le commando est parti pour exécuter Thomas Sankara. Donc lui il a entendu les tirs là quand lui il était à la résidence de Blaise Compaoré. Donc lui n'a pas participé au massacre. Et le dernier qui est passé et qui va continuer, je crois, mardi prochain, c'est Nabonswende Ouedraogo, soldat de première classe. Lui, il dit qu'il était en tenue de sport, il était en poste à Koulouba, à la résidence de Blaise Compaoré, il n'a pas bougé. Voilà, donc c'est ce qu'on retient des trois passages là, mais je pense qu'avec les autres, il reste encore 9 et Gilbert Guinguéré va passer en dernier.
d'après la liste qu'on a eue. Et je crois que lui pourra dire un peu plus que les autres, parce que lui n'était pas à la résidence de Blaise, il était plutôt au conseil. Le conseil dont il assurait toute la sécurité. Bon, comment quelque chose comme ça peut arriver là-bas à son insu? Voilà. C'est presque sûr qu'il n'a pas participé au commando qui a tiré. Mais est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il a participé au complot avec Blaise Compaoré? Est-ce qu'il a facilité les choses? Est-ce que c'est lui-même qui a géré la supervision? Voilà, parce qu'après, il a découvert le corps, il a demandé d'enlever le corps, tout ça. Bon, il faut qu'il s'explique. Merci. Procès historique à suivre. Notre temps d'entretien est terminé, mais on termine en sport parce que justement c'est le début du Tour du Faso aujourd'hui. Oui, le Tour du Faso, c'est plutôt bien. C'est une succession d'événements sportifs. Bon, pas d'événements sportifs, mais d'événements heureux au Burkina dans un contexte qu'on sait difficile, insécurité, Covid-19. Bon, après le FESPACO, le Tour du Faso, bon, c'est vrai, il y a des équipes, par exemple, qui devaient venir de France qui ont désisté. Je crois que ça doit être des problèmes de sécurité. Mais nous, on est là, on vit. Hein. C'est vrai, il y a l'insécurité par-ci, par-là. On s'en inquiète. C'est très grave même. Mais quand même, le Burkina existe. Le peuple burkinabé existe et son territoire aussi. Et donc, si on peut faire le Tour du Faso, ça veut dire quand même que ça va. Le départ, c'est Banfora aujourd'hui. C'est 1200 km au total. Une des innovations majeures, c'est que les femmes aussi vont aller à la compétition. Il y aura la compétition des femmes et je pense que ça va faire un double Tour du Faso, le Tour du Faso, Tour international cycliste du Faso, traditionnel qu'on connaît, voilà, et puis le Tour international cycliste féminin du Faso qui est vraiment nouveau et qui va ajouter, je crois, beaucoup d'ingrédients à la fête du cyclisme. Merci. Merci. Et voilà, bonne chance à tous les coureurs. Merci, bonne chance. Aux étalons, je crois qu'ils vont décrocher le maillot jaune. Hein. Bon, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Espérons. Alors, restez avec nous. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et comme annoncé, notre invité est bien installé sur ce plateau, Kémy Séba, que nous retrouvons juste après ça. Nous recevons pour vous aujourd'hui Kémy Séba, activiste panafricain et président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il est au Burkina Faso dans le cadre de la marche organisée par la Coupe ABF, une marche qui aura lieu à Bobo-Dioulasso le samedi prochain. Et nous le recevons sur ce plateau pour parler actualité et parler bien sûr de cette marche. Bonjour et bienvenue. Bonjour ma chère sœur. Alors, Kémy Séba, avant de parler de la marche, d'abord, la dernière fois que vous êtes venu au Burkina et que vous avez harangué donc, une foule, alors vous avez dû répondre devant la justice. Est-ce que cet épisode est derrière vous à présent? Vous savez, on mène un combat politique contre un système. Et généralement, toute personne qui se nourrit de ce système n'aime pas ceux qui attaquent ce même système. Certains ont voulu créer une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Ma dynamique était de dire que je ne trouvais pas normal, et je le pense du fond de mon cœur, que des dirigeants d'Afrique francophone soient dans une démarche de soumission systématique vis-à-vis de l'oligarchie française. Je l'ai dit dans le cadre d'un tribun qui a l'habitude d'haranguer les foules, les masses, partout où il va. Et certains ont voulu sortir du propos en... Vous savez, toujours dans l'image, quelqu'un montre la lune, mais certains se contentent de voir le doigt. Certains ont voulu dire que oui, Kémy Séba fait preuve d'incorrection vis-à-vis des dirigeants, c'est de la malhonnêteté. Il faut voir aux quatre coins du monde comment les peuples ont l'habitude de critiquer politiquement des mauvaises décisions de leurs dirigeants. Mais en Afrique, on fait passer la politesse on assimile la politesse quelque part à la lâcheté. On ne doit rien dire sous prétexte qu'on est face à des dirigeants qui ont tous les pouvoirs. Moi, le seul pouvoir que je crains, c'est celui de Dieu Tout-Puissant. Et donc j'ai dit les choses. Ça n'empêche pas que je suis quelqu'un qui apprécie humainement le président Roch-Marc Kaboré, parce que je sais que ce n'est pas, même dans le cadre de ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était pas le président Kaboré qui était contre loi. C'était dans son entourage des gens qui ont l'habitude de manger au râtelier des autorités françaises, qui ont été très en colère du fait que je puisse secouer le cocotier au moment où Macron et Ouattara s'apprêtaient à effectuer une annonce bonne pour la France-Afrique, mais mauvaise pour les populations africaines. Donc écoutez, moi je suis quelqu'un qui, partout où il va, dit ce qu'il pense. Je l'ai toujours dit. Et qu'on ne mélange pas l'impolitesse avec le devoir de dire la vérité, même si cette vérité parfois peut secouer. La démarche de l'électrochoc, c'est ce qui permet de ramener des gens qui sont dans le coma
à la vie. Et notre peuple aujourd'hui est en train d'être poussé à une mort politique clinique certaine si on laisse le néocolonialisme continuer à nous asphyxier. Et je précise qu'il faut séparer le président Kaboré, qui, quand je me rappelle de ce qu'il nous a dit, ce qu'il m'a dit, qu'il comprenait profondément notre combat. Je sépare ce dernier de son entourage qui fait tout pour l'amener quelque part à rester dans l'escarcelle française. Et je pense qu'il va falloir tôt ou tard qu'il y ait sur ce terrain-là du ménage. Alors, vous êtes activiste panafricain. Dites-nous, c'est quoi votre vision du panafricanisme? Moi, je n'ai pas une vision. Je pense que le panafricanisme est indivisible. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans l'optique d'obtenir pour nos populations la démarche de la souveraineté. Nous sommes diverses entités qui composons justement cette famille qu'est l'Afrique. Nous avons diverses manifestations culturelles qui, en réalité, comme l'expliquait le professeur Charanta Diop, sont liées à une racine commune. Et nous partons du principe que le panafricanisme est l'arme idéologique qui permettra de transcender les frontières artificielles qui ont été posées lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885 et permettre de parler au sein de ce concert des nations, d'accord, et lutter contre justement l'iniquité et l'impérialisme qui constitue aujourd'hui le cancer des nations. Donc le panafricanisme est une arme nécessaire. On voit que les pays qui contrôlent, qui gouvernent ce monde aujourd'hui, ou qui dirigent ce monde aujourd'hui, sont des additions de divers États, parce que le monde est composé de blocs civilisationnels qui interagissent. Et si nous, on continue à agir en tant que micro-États, en pensant que nos micro-États peuvent peser dans la balance face à des États gigantesques, je pense qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Votre idée, c'est que les pays africains se mettent ensemble? Ce n'est pas moi qui me suis levé le premier avec cette idée. Je ne suis que dans une démarche de relayer une idéologie qui a été propagée par nos pères. Certains sont tombés assassinés, d'autres sont tombés en étant discrédités aussi bien par l'impérialisme occidental que par certains de nos frères qui ne comprenaient pas leur message. Et je pense que c'est la seule arme politique qui permettra à notre peuple de nous en sortir. Donc on va dire que vous continuez le combat? Je continue le combat avec les coûts et les risques que cela sous-tend, en effet. L'actualité politique africaine notamment est marquée par des coups d'État un peu partout, Mali, Guinée, récemment c'est le Soudan. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de tous ces coups d'État et pourquoi? Il y a coup d'État et coup d'État. Moi, je pense que quand on n'analyse pas le fait qu'il y a certains dirigeants qui sont dans une dynamique de coup d'État institutionnel ou que certains dirigeants qui sont dans une démarche de soumission systématique vis-à-vis des intérêts français, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que la conjonction de forces que sont la société civile additionnée aux militaires donne des renversements de personnes qui ne sont plus des dirigeants légitimes pour une bonne partie de la population. Ibeka, les gens au Mali avaient l'habitude de dire, jusqu'à aujourd'hui une grande partie de la rue le dit, que Ibeka était plus un député français que le président du Mali. Il servait plus les intérêts du gouvernement français que les intérêts de la population malienne. Eh bien, la conjonction des forces de la société civile et à travers notamment la plateforme Yerewolo dans notre ONG Urgence Panafricaniste, c'est l'une des structures cofondatrices qui est dirigée notamment par mon protégé petit frère Ben, Adama Ben Diarra, Ben le cerveau, additionné justement à des militaires conscients qui, même s'ils ne sont pas forcément les plus bavards, mais ont compris qu'il y a un vent qui est en train aujourd'hui de se manifester à travers cette doctrine qu'est le panafricanisme, qui prend les populations en plein cœur, eh bien l'addition de ces forces a permis quelque part de renverser un régime qui n'était pas légitime pour une bonne partie de la population. La Guinée, certains de loin diront que on est peut-être dans une démarche qui est un peu différente parce que le colonel Doumbouya en effet a été formé à la Légion étrangère, etc., etc. La seule chose que je sais pour avoir fait justement une enquête de terrain, de un, c'est que M. Doumbouya est très proche d'Assimi Goïta, très proche idéologiquement et humainement et affectivement, c'est la première chose, politiquement. La deuxième chose, c'est que pour l'avoir rencontré, échangé avec lui, je pense que Doumbouya lui-même est dans une volonté de sortir de l'escarcelle occidentale. On ne sait pas qui l'a placé, mais une chose qui est certaine, l'histoire se répète souvent. Des gens qui ont pu être formés par des adversaires finissent de temps à autre par se retourner contre ses adversaires. Le temps nous dira si oui ou non on se retrouve dans cette équation en ce qui concerne le président, le colonel, M. Doumbouya. Mais les militaires aussi au pouvoir, Kémy Séba, on peut dire quand même qu'il y a des risques quelque part. Oui, mais Sankara était militaire jusqu'à preuve du contraire. Il a fait mieux que certains qui se disent civils, mais qui n'ont pas forcément fait grand-chose pour le continent africain. Jerry Rawlings a été militaire. Jusqu'à preuve du contraire, il a fait beaucoup pour le Ghana. Et si le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un militaire comme Jerry Rawlings. Donc je pense qu'on ne peut pas systématiquement dire que militaire égale dictature et démocrate égale démocratie.
Aujourd'hui, beaucoup de nos démocrates sont des démocrates considérés comme tels par la France quand ils arrangent leurs intérêts, et certains dirigeants sont considérés comme des dictateurs quand ils arrangent les intérêts du peuple africain, mais pas les intérêts de l'élite occidentale. Donc moi, je juge les gens sur les faits et pas sur leur statut. Sankara était un militaire, Jerry Rawlings était un militaire, mais je préfère des gens comme eux que beaucoup de personnes qui se disent démocrates mais qui ne font rien pour le peuple. Alors, parlant de Thomas Sankara, l'actualité au Burkina Faso, c'est le procès dans l'affaire Thomas Sankara. Dites-nous, à quelle issue vous vous attendez? Moi, j'ai tendance toujours à dire qu'un procès où les principaux responsables ne se présentent pas est toujours un procès qui, à mon sens, peut laisser sur un certain nombre de points à désirer, mais on doit encourager les efforts qui sont fournis par les différentes forces qui se constituent pour essayer d'obtenir la justice. Et l'avocat principal, Maître Farama, d'accord, qui est mon grand frère, un ami, que j'encourage profondément, un des meilleurs avocats d'Afrique francophone aujourd'hui, il faut le dire, lorsqu'il se mobilise de cette façon pour que la lumière puisse jaillir dans cette affaire, c'est quelque chose qui se doit d'être encouragé. Maintenant, s'il n'y a pas la France, le gouvernement français, j'insiste, je fais la distinction entre l'élite française et le prolétariat, et français qui lui aussi souffre profondément de l'injustice qui se trouve au sein du pays français. Mais si le gouvernement français ainsi que monsieur Blaise Compaoré ne sont pas condamnés pour cette affaire-là, dont tout le monde sait que ça a bénéficié à ces deux entités, moi j'aurais tendance à dire que le procès sera un procès qui sera arrêté à la mi-temps, mais pas à la fin du match. Donc nous voulons voir jusqu'où ça va aller, nous voudrons voir si M. Compaoré pourra sortir de sa tour d'ivoire et pourra lui aussi être condamné, parce que certains vont vous dire on n'a pas les preuves concrètes que M. Compaoré a participé au meurtre. Mais quand il y a une exaction qui est commise, pour savoir qui sont les responsables, il faut aussi savoir à qui profite le crime. Et celui à qui a profité profondément le crime, tout le monde le sait, c'était Blaise Compaoré, de toute évidence. Et de l'autre côté, le pays à qui ce crime a profité en priorité, c'était l'oligarchie, c'était la France, à travers son élite française, qui soufflait le chaud et le froid, qui après a essayé d'être, entre guillemets, bienveillante vis-à-vis de la famille du président Sankara, soi-disant. Mais nous savons très bien que le président Sankara dérangeait les intérêts français, et des néocoloniaux français, et déranger les intérêts des dirigeants africains qui voulaient rester dans l'escarcelle de l'impérialisme français. Donc il y a à méditer dessus. En attendant, le procès se poursuit. Nous attendrons les conclusions. Nous allons parler maintenant de la marche organisée par la COPABF. Donc c'est pour demain samedi, 30 octobre à Bobo-Dioulasso. Et cette marche vise à dire non à l'insécurité et à dire non aussi à la présence des forces françaises au Sahel. Pourquoi déjà vous avez décidé d'accompagner la COPABF? Alors, je ne vous cache pas que ça a fait l'objet de débats à l'intérieur du bureau de notre ONG Urgence Panafricanisme, parce qu'on sort de 4 semaines, on a été dans 5 voire 6 pays, parce qu'il y a des pays qu'on n'a pas exposés, mais on a été un peu partout, et on était en train de se dire que le programme du mois prochain va être des plus chargés, était-ce pertinent de venir? Mais quand je suis invité, j'ai tendance, malgré l'extrême fatigue, à toujours dire qu'il est important qu'on aille. Que ce soit d'un bout du monde à un autre, si on doit y aller, on y va. La COPABF, la coalition des patriotes du Burkina Faso, c'est une structure qui se veut la structure sœur de Yerewolo. La COPABF comme Yerewolo au Mali, ce sont des structures dont notre ONG Urgence Panafricaniste est une des organisations fondatrices. Et donc par conséquent, dès lors que le processus de volonté de lutte contre le néocolonialisme se fait, et qu'on nous sollicite parce qu'ils estiment que notre venue va attirer du monde, il est important de pouvoir répondre à l'appel, même si on manque cruellement de temps. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté d'assister la COPABF. J'ai cru comprendre que notre venue tendait aussi bien des représentants ou des quelques gens de l'ambassade de France ici que des représentants au sein des autorités du Faso. C'est quelque chose d'assez dommage, parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose. Quand une situation ne va pas, il faut être capable de faire un état des lieux sur les forces en présence. Quelqu'un qui vous dit qu'il est votre allié, mais ne vous protège en rien, ne sécurise absolument pas le pays, au contraire contribue à son instabilité, il est tout à fait normal que l'on puisse remettre en question ce partenariat et essayer d'élargir le champ des possibles pour voir quelles sont les autres entités, quelles sont les autres forces qui peuvent permettre de sécuriser le pays, tout en se rappelant toujours, en finalité, que le plus grand messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même.
Est-ce que quand vous avez décidé de venir au Burkina, vous avez rencontré des difficultés dans la démarche administrative? Je n'ai rencontré aucune démarche, aucune difficulté. Je suis béninois. Le Bénin est dans la CEDEAO, donc même si il est vrai qu'au sein de cette CEDEAO, certains dirigeants ont violé les règles de la libre circulation des citoyens de la CEDEAO pour m'empêcher de rentrer au motif que je serais un trouble pour l'ordre public, par rapport aux manifestations où j'attire des gens qui peuvent, selon eux, déborder. On n'a jamais eu de débordement dans nos manifestations, ça n'a jamais été violent ou quoi que ce soit, mais dès lors qu'on réunit du monde, ça a toujours tendance à déranger les agents de la France-Afrique. Là, je n'ai pas eu de problème. Par contre, j'entends, parce que je sais un peu ce qui se passe, qu'apparemment certaines autorités du côté de Bobo Dioulasso sont en train de faire pression pour tout faire pour empêcher la marche, en disant que c'est pas bon pour nos partenaires français, etc., que Kémy Séba vienne faire une manifestation contre la présence française. Je suis toujours navré de me rappeler que le plus grand ennemi de l'Afrique, ce n'est pas l'extérieur. Il est à l'intérieur. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Tant que certains de nos dirigeants ne voudront pas sortir de la plantation néocoloniale, les choses seront toujours au ralenti. Mais nous serons là demain, dans la paix, dans l'intelligence. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on nous dit, des semeurs, des fauteurs de troubles. Nous sommes là pour véhiculer un message. Partout où nous allons, nous véhiculons ce message avec efficacité. Le Mali est dans une situation bien plus grave que le Faso, mais jusqu'à preuve du contraire, le Mali, les dirigeants maliens ont pris leurs responsabilités aujourd'hui pour dire leur cas de vérité au gouvernement français. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le dire ici, vis-à-vis de ce même, entre guillemets, partenaire. Et j'insiste et je répète pour certains analphabètes politiques que critiquer la politique française ne signifie pas critiquer tous les Français. Moi, je suis né en France et je n'ai jamais renié cette réalité. Je suis un afro-descendant comme un Nicolas Anelka, comme un Kylian Mbappé, etc. Mais le panafricanisme qui est né dans la diaspora, tout comme moi, nous rappelle aussi que ce combat est un combat global qui concerne toutes les populations africaines et afro-descendantes du monde entier. La marche a lieu du moins demain, 30 octobre. Le 30 octobre, c'est une date emblématique quand même pour le Burkina Faso, parce que ça rappelle l'anniversaire de l'insurrection populaire de 2014, qui a emporté d'ailleurs le pouvoir de Blaise Compaoré, l'ex-président burkinabé. Alors, est-ce que choisir la date du 30 octobre, c'est justement donner un symbole fort aussi? Alors, encore une fois, sur ce terrain-là, il aurait été, je pense, mieux que les responsables de la Copa BF s'expriment, parce que je ne suis pas celui qui a décidé de la date, c'est très important. J'ai cru entendre aussi que les autorités avaient peur justement de la similitude entre cette date-là et la date de l'insurrection. Nous ne sommes pas là pour nous insurger contre des dirigeants en tant que tels, nous sommes là pour nous insurger contre un système, et pour le faire de manière méthodique, de manière intelligente et de manière intelligible, audible pour la jeunesse africaine. Nous sommes très suivis. Aujourd'hui plus suivi que la plupart des dirigeants africains d'Afrique de la zone franc. C'est important de le dire. Et ces dirigeants devraient se poser la question pourquoi nous sommes suivis. Parce que nous parlons des préoccupations de la population, contrairement à nos dirigeants qui parlent des préoccupations de l'élite française. Nos dirigeants devraient tendre l'oreille sur leur jeunesse que nous représentons, que nous constituons, et arrêter de systématiquement être dans la peur de laisser leurs jeunes s'exprimer. Parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain, qu'on le veuille ou pas. Donc il est temps qu'on se donne la main et qu'on arrête toujours d'être dans la défiance. Moi je ne peux pas comprendre des dirigeants qui sont plus proches de l'élite de France plutôt que de leur jeunesse africaine. Ça pose problème. Kémy Séba, quand on parle de l'insécurité, on parle forcément de la coopération militaire, notamment pour le cas du Burkina Faso, la coopération militaire avec les forces françaises notamment. Pour vous, il faut que ces forces françaises quittent nos territoires. Moi je pars du principe que c'est comme dans un mariage. Si pendant un mariage, chaque partie ne joue pas son rôle, ou une des parties ne joue pas son rôle, c'est censé être l'amour, c'est censé être le bonheur, et puis pendant un temps, celui qui est censé vous protéger ne vous protège en rien, au contraire vous bat, vous vole, vous viole, vous pille. À un moment donné, il faut être capable de parler de divorce, c'est tout. Qu'est-ce que le partenariat français, militaire, a apporté aujourd'hui dans le pays des hommes intègres? C'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça a apporté au sein du G5 Sahel? C'est une question qu'il faut se poser. Et je vais même aller plus loin pour remonter politiquement, intellectuellement sur cette question. La déstabilisation que connaissent nos pays, d'accord, est liée directement à la destruction de la Libye, qui a été orchestrée par qui? Par les mêmes que l'on demande d'être à qui on demande d'être nos partenaires. Posons-nous des questions. Vous avez laissé quelqu'un et des entités tuer une force régulatrice de la région, en l'occurrence le président Kadhafi. On a laissé Kadhafi être assassiné, notamment par l'élite française et d'autres
forces occidentales, et on demande à ces meurtriers maintenant d'être nos partenaires pour nous aider à sécuriser la zone, alors que cette zone-là déstabilisée permet de contribuer à la facilitation de l'accès des ressources minières ou autres dans certains pays que nous connaissons aujourd'hui, notamment au Mali et dans d'autres zones. Moi, c'est quelque chose qui me pose problème. Il y a d'autres nations qui aujourd'hui ont prouvé avec efficacité, avec rigueur, qu'elles sont capables de stabiliser des zones de conflit, de sécuriser justement les populations sur un certain nombre de points. Je ne suis pas un amoureux aveugle de la Russie, mais je sais une chose, Bachar al-Assad a été lui aussi déstabilisé comme Kadhafi. Il a fait appel à la Russie, il a fait appel à la Chine, il a fait appel à l'Iran. Ce ne sont pas des pays messianiques, parce que je dis et je répète, il faut voir aussi comment les Africains sont traités dans ces pays. Ils sont loin d'être les plus grands amoureux des Africains. Mais la politique, c'est pas les feux de l'amour, c'est la distance critique, la froideur analytique et la capacité de voir quelles sont les forces en présence. Ces pays ont permis de sauver Bachar al-Assad. Ces pays ont permis de sauver au Venezuela le président Maduro. C'est une réalité. Sinon, ils auraient fini comme Kadhafi. Ces pays ont permis de stabiliser ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Il faut être capable de le dire. Et donc moi, ça ne marche pas, il faut changer. Mais moi, je pense, ma chère sœur, vous, si vous avez, je ne rentre pas dans les affaires de ménage, mais si votre mari ne joue pas son rôle et ne se comporte pas comme il doit se comporter, vous allez vous séparer. Et je pense que c'est pareil pour tous les couples de l'humanité. Mais est-ce que c'est, a priori, est-ce que c'est à un pays européen d'assurer la sécurité d'un pays africain? Vous avez tout dit. Est-ce que ce n'est pas... Que font nos armées, finalement, dans cette histoire? La vérité, c'est qui a désarmé nos armées? Comment se fait-il que des forces terroristes sont surarmées, et quand on regarde le transit justement des armes en présence, on se rend compte que ce sont les mêmes entités françaises ou occidentales qui fournissent un certain nombre d'armes, ou des entreprises ou des structures qui sont spécialisées dans la vente d'armes. Souvent ce sont des entités occidentales qui fournissent des armes dernier cri aux forces djihadistes, mais dans le même temps nos armées n'ont pas les armes qu'il faut pour combattre et n'ont pas la formation qu'il faut pour combattre. Tout a été fait sans rentrer dans une victimisation quelconque, parce que c'est quelque chose que je déteste, que j'arbore, mais tout a été fait pour que nos armées soient déstructurées et qu'elles soient quémandeuses de forces exogènes. Mais vous avez raison sur un point. Il est extrêmement important qu'on arrive à un stade où nos armées puissent être indépendantes et ne dépendent de personne. Moi, je ne suis pas heureux quand je vois nos populations dire qu'on a besoin de Poutine, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. J'aimerais qu'on dise on a besoin de nous-mêmes. Mais en attendant qu'on arrive à cette étape, pour l'instant, séparons-nous de cette force militaire française. Prenons des partenaires, notamment russes ou autres, qui peuvent nous permettre dans un temps précis de sécuriser l'accès au pays. Demandons des formations urgentes et un réarmement beaucoup plus en adéquation avec la situation que nous connaissons pour nos armées, d'accord, de telle sorte que nous devenions rapidement autonomes, et mettons fin à ces partenariats avec des entités non africaines qui n'ont pas les intérêts de nos populations, parce que la clé et le but ultime, c'est la souveraineté totale de nos populations. Est-ce qu'une marche est la solution contre l'insécurité? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une marche résume à elle seule le combat politique de la souveraineté? Absolument pas. Mais une marche est un élément constitutif. C'est comme dire, est-ce qu'une émission télé est suffisante pour parler de souveraineté? Non. C'est votre participation. Une marche, le combat de sensibilisation, la conscientisation globale, l'éducation populaire politique qui est très importante. Ce sont toutes ces démarches qui permettent justement qu'on arrive à un résultat constructif en ce qui concerne la souveraineté. Aujourd'hui, vous voyez Mali, Centrafrique, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans ces pays-là, et ça va être en train de s'élargir dans d'autres pays, d'accord ? C'est le fruit d'une ingénierie sociale. Il y a un travail politique qui a été fait. C'est ce qu'on appelle une inception politique. On a déposé des idées dans le cœur d'un certain nombre de jeunes. On a fait pendant des années des tournées dans tous ces pays en termes de mobilisation, de conférences, de conscientisation pour que la jeunesse africaine prenne conscience. Ce sont tous ces éléments-là qui façonnent un nouveau visage pour l'Afrique, et je pense qu'en étant en harmonie avec notre ontologie et en comprenant comment le monde tourne, on peut être capable d'être beaucoup plus efficace. On est sur cette ligne et il ne faut négliger ou minorer aucun effort. Et selon vous, comment les dirigeants africains doivent, en principe, gérer les ressources de nos pays pour que ça profite, bien sûr, aux populations? De toute évidence, il faut qu'on soit capable d'avoir déjà des usines de transformation. Il y a, depuis la décolonisation, un processus qui a été fait pour que, de telle sorte que, quand le colon part, on n'a plus la possibilité de retravailler
nos matières premières, de retravailler nos ressources minières. Et donc on est obligé de faire appel à ceux à qui on a demandé de partir pour que ces derniers justement puissent exploiter en nous donnant des miettes et eux gardent la grande partie de nos ressources. C'est quelque chose qui doit changer. On a aujourd'hui des ingénieurs qui sont présents sur un certain nombre de points. On a des personnes qui sont des spécialistes de nos sols, qui sont des spécialistes de nos ressources de manière générale. Il faut qu'on soit capable de les ramener à nous. Ils sont pour la plupart dans des pays où ils sont beaucoup plus respectés, dans la diaspora, en Occident. Il faut les ramener sur le continent, demander à ce qu'ils puissent être capables de faire un travail de fond, comme c'est en train de se faire dans certains endroits. Au Sénégal, de plus en plus, il y a des personnes, je prends l'exemple de l'or noir, qui est le pétrole, on a de plus en plus de Sénégalais spécialistes du pétrole qui sont en train de venir au pays et qui sont en train de travailler sur ces questions-là, justement en étant dans cette démarche de pouvoir reconstruire, restructurer, structurer des usines qui permettront qu'on puisse être capable de bénéficier des ressources issues de nos sols. Donc il y a un travail à faire sur ce terrain-là, c'est un travail de rapatriement aussi de nos cerveaux, parce qu'il y a une fuite de nos cerveaux qui est effectuée, et je pense que en allant dans cette démarche-là, on pourra beaucoup plus s'en sortir. Mais nos dirigeants doivent comprendre que tant qu'ils demanderont aux autres de travailler nos ressources, évidemment, nos autres, en contrepartie, demanderont de se servir dans ces mêmes ressources. C'est tout à fait logique. Et une nation souveraine, c'est une nation qui est capable de contrôler le circuit de ses ressources de A jusqu'à Z. Revenons à la marche pour finir. Marche qui aura lieu demain à Bobo-Dioulasso. Dites-nous quel est le message fort que vous allez passer aux marcheurs demain. Ça sera beaucoup plus apparemment donc un meeting qu'une marche, puisque eu égard à ce que j'entends et par rapport aux diverses pressions des autorités sur les organisateurs, les gens demandent à ce que ce soit beaucoup plus un meeting qu'une marche pour des raisons qui me paraissent un petit peu alambiquées, mais je ne vais pas revenir sur le fond de ce sujet. La revendication principale, c'est de demander que la population du Faso et les populations du Sahel, les populations d'Afrique de l'Ouest et les populations d'Afrique francophone puissent prendre en charge leur propre destinée. Qu'on puisse être dans une démarche d'entendre la voix de la population quand celle-ci dit on a l'impression qu'on a un partenaire qui nous a été imposé, mais ce partenaire ne fait strictement rien pour nous aider. S'il ne fait rien pour nous aider, on demande à ce qu'il soit changé. La présence des forces militaires françaises, et j'insiste sur un point, je ne dis pas que tous les militaires français qui sont envoyés ici viennent de manière consciente pour piller nos ressources, c'est pas ce que je dis. Je dis que malheureusement il y a une instrumentalisation, c'est la force, c'est le drame du capitalisme, d'accord, de faire croire à certains qu'ils viennent pour aider, ils viennent pour être dans une solidarité, mais les élites qui les envoient savent pertinemment pourquoi ils sont sur ce terrain. Et je dis que nos populations, nous voulons aujourd'hui le divorce politique avec ces entités qui n'ont rien apporté de manière structurelle, et nous voulons l'arrivée d'autres partenaires qui pourront nous aider cette fois-ci non seulement à sécuriser nos États, mais nous aider à former nos armées pour qu'on puisse par la suite se débrouiller nous-mêmes sans l'aide de qui que ce soit. Tant qu'on n'aura pas cette maturité politique-là, cette souveraineté politique-là, on ne sera respecté par personne. Donc nous voulons des partenaires qui seront là dans un temps précis, d'accord, qui seront là pour sécuriser. Évidemment, ce sont des échanges. Il y a des accords qui devront être passés pour que chaque partie puisse y trouver son bonheur. Mais ça devrait être dans un temps précis, d'accord, et qu'il y ait une formation et un réarmement de nos armées pour que l'on puisse être les plus efficients et par la suite les plus indépendants possibles pour arriver à destination. Et quel est l'appel de Kémi Séba concernant cette marche? Moi, l'appel, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis toujours que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Nous partons du principe que, puisque nous estimons que les élites d'Afrique francophone ne prennent pas leurs responsabilités face à ce partenaire encombrant qui ne fait rien pour nous aider à nous stabiliser, nous partons de la base pour dire qu'il est temps de changer le braquet et d'avoir d'autres partenaires qui permettront d'accéder à cette véritable souveraineté. Vous attendez une grande mobilisation demain? Ce que je sais, c'est que si on n'a pas des bâtons dans les roues, il y aura une grande mobilisation. Mais je sais aussi que tout est fait actuellement, on m'a demandé de ne pas en parler, mais je pense que c'est important de le dire, tout est fait actuellement pour que la marche soit empêchée, que la marche soit interdite, que la marche ait des bâtons dans les roues, etc. On nous parle maintenant de meetings. Et apparemment, les organisateurs sont en train d'aller vers cette voie. Je ne suis pas l'organisateur, je ne suis que l'invité, donc je ne me prononce pas. Mais tant qu'on aura des bâtons dans les roues émanant de nos pères, on sera toujours la risée du monde à l'échelle extérieure. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et nos dirigeants, nos aînés, qui sont la politique institutionnelle, devraient se regarder dans une glace, parce qu'il n'y a rien de grand, il n'y a pas de quoi être fier de voir toujours l'élite d'Occident nous dire ce qui est bon ou mauvais
pour nos populations. Donc on espère qu'il y aura, malgré les embûches, malgré les obstacles, un certain nombre de gens qui se déplaceront. Moi je suis venu de très loin, j'ai même créé des tensions même dans mon entourage proche qui disaient Kémy, on s'est trop déplacé aux quatre coins du monde ces dernières semaines, pourquoi tu vas venir là, est-ce que tu es sûr que? J'ai dit je viens. Partout où on me demande, le combat nécessite que je sois là, à mes propres frais, pour qu'on puisse avancer. C'est la démarche politique, entre guillemets révolutionnaire, même si elle n'a plus son sens. Aujourd'hui, ce qu'elle est trop galvaudée, tout le monde l'utilise, mais c'est la démarche panafricaniste dans laquelle je suis. Merci d'être Merci passé. infiniment, ma soeur. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité Kémy Séba, activiste panafricain et président de l'ONG Urgence panafricaniste. Je rappelle que Kémy Séba est au Burkina Faso à l'occasion de cette marche organisée par la COPA-BF, une marche ou un meeting en tout cas qui aura lieu à Bobo-Dioulasso demain 30 octobre et nous allons suivre cette actualité pour vous. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons une pause musicale. Ouais, ça va bien. Ouais. Je t'avais demandé de me faire un beat, j'ai 2 mots à dire là. Effectivement, c'est déjà fait. Ok, donc vas-y. Yeah. J'ai 2 mots, je voudrais dire au président. 2 mots, j'envoie à tous les dirigeants. 2 mots, adressés à tous les OSA. Ressaisissez-vous ou laissez la place à plus vaillant. 2 mots, je voudrais dire au président. 2 mots, j'envoie à tous les dirigeants. 2 mots, adressés à tous les OSA. Ressaisissez-vous ou laissez la place à plus vaillant. 600 militaires tués en 3 ans pour un mandat, c'est lourd comme bilan. Monsieur le président, j'ai mal, mes frères ont mal, nos parents ont tous mal de voir nos frères soldats s'envoyer à l'abattoir. Tu cries qu'on laissera aucune portion de terre à l'ennemi et tu continues de taire quand des populations se déplacent à l'intérieur de leur propre pays. Y'a qu'à réfléchir et voir. Il fut un temps où tu disais rock, la réponse. Aujourd'hui, la réponse s'est transformée en rock. La réponse s'est transformée en rock. J'ai 2 mots, je voudrais dire au président. 2 mots, j'envoie à tous les dirigeants. 2 mots, adressés à tous les OSA. Ressaisissez-vous ou laissez la place à plus vaillant. 2 mots, je voudrais dire au président. 2 mots, j'envoie à tous les dirigeants. 2 mots, adressés à tous les OSA. Ressaisissez-vous ou laissez la place à plus vaillant. Population, il est temps, et l'appel est grand, de prendre en main notre destinée. Je voudrais demander à Sam Scaloggia où est passé son mind. Je voudrais demander à Smokey où est passé son mind. Je voudrais demander à Bézik Soulou où est passé son mind. Je me demande il est où, trop de soldats tués, pourquoi ce silence? Quand ta chérifie, je crois qu'un homme valeureux, il est temps de donner ta démission. Homme intègre. J'ai 2 mots, je voudrais dire au président. 2 mots, j'envoie à tous les dirigeants. 2 mots, adressés à tous les OSA. Ressaisissez-vous ou laissez la place à plus vaillant. 2 mots, je voudrais dire au président. 2 mots, j'envoie à tous les dirigeants. 2 mots, adressés à tous les OSA. Ressaisissez-vous ou laissez la place à plus vaillant. À tous les soldats tombés, la patrie ou la mort nous vaincrons. Nous vous portons dans nos cœurs, la patrie ou la mort. Sachez que la mère patrie vous restera redevable pour votre lutte. La patrie ou la mort nous vaincrons. S'il faudra fléchir le genou, à jamais nous le ferons. La mort nous vaincrons. Car vous serez morts pour rien. La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons.
Et pour la suite de cette émission, nous recevons le directeur général de Savane Média, M. Charles Maï Abissi est sur le plateau avec nous pour nous parler du FILEP et surtout de la foire du FILEP organisée par Savane Média. Bonjour à vous DG et bienvenue. Bonjour Absita. Merci d'être sur notre plateau. Alors, on parle du FILEP avec vous. C'est quoi le FILEP pour commencer? Mais le FILEP, c'est le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Donc, c'est une activité donc, qui est organisée par, on va dire, les médias, donc sous l'égide donc, du centre de presse de Lambert Zongo. Voilà. Et c'est une rencontre donc, des journalistes et des médias donc, africains. Voilà, pour discuter donc des questions donc du journalisme et donc de l'évolution du journalisme. Donc on y retrouve des colloques, des échanges, donc et certaines activités. Et particulièrement justement cette année, il y a cette foire là. Voilà. La foire du FILEP qui est organisée par Savane Média. On va dire que on a justement attribué l'organisation à Savane Média. Comment ça va se passer DG, cette foire du FILEP? Alors cette foire du FILEP, évidemment, comme c'est une toute première pour nous, parce que bon, c'est le comité d'organisation qui nous a sollicité, donc pour nous demander donc de prendre ce volet, comme ils ont demandé à d'autres médias donc de prendre certains autres volets. Donc dans l'organisation globale du FILEP, nous avons été attributaires de la foire, bon, pour certaines raisons, peut-être parce que nous avons l'habitude donc d'en organiser, donc et puis voilà. Et nous avons pris ça comme un défi aussi et que nous allons essayer de relever, parce que c'est une opportunité pour nous. Et pour le pays, donc de faire voir à cette trentaine de pays, donc de journalistes de pays qui viennent d'Afrique, voir un peu ce que le Burkina fait, hein, dans différentes matières. Donc c'est pour nous, donc cette occasion, une plateforme pour un peu exposer et vendre un peu le Burkina Faso. Vous savez que ce sont des journalistes qui arrivent. Donc, c'est des gens qui sont plus ou moins des prescripteurs. Voilà. Donc, le fait qu'ils viennent voir un peu ce qui se fait au Burkina, donc, pourrait permettre encore de renforcer, en dehors donc du poulet bicyclette, de dire ce qui peut se faire, ce qui se fait au Burkina Faso. Et cette fois peut intéresser qui? Ben, cette fois peut intéresser, je veux dire, ceux qui travaillent dans l'environnement des médias. Je ne vois pas, par exemple, le ministère de la Communication s'échapper donc de cette foire-là. Le ministère de la Communication en tant qu'institution d'abord, mais à travers ses services. Voilà, vous avez par exemple le SIG, voilà, vous avez le FAP, vous avez peut-être la SBT et d'autres services qui peuvent se faire valoir donc, à travers ce festival-là et cette foire. Vous avez aussi les médias. Les médias qui peuvent prendre des stands, parce que nous avons justement ce qui se passe, c'est que nous avons, on va dire, un chapiteau VIP réservé aux professionnels et assimilés. Donc, ce chapiteau va exposer tout ce qui est en relation avec les médias. Voilà, ceux qui travaillent dans les médias, mais aussi ceux qui travaillent avec les médias. Donc, il s'agit notamment donc, des institutions, des écoles de formation, par exemple. Voilà, donc, historiques et autres, et les privés. Bien entendu, nous avons des ONG qui travaillent donc, avec les médias. Bon, l'UNALPHA, la Fondation Hirondelle, la Deutsche Academy, et d'autres. Voilà. Et puis, nous aurons des gens qui pourraient être intéressés par cela. Bien sûr, on parle donc de tous ceux qui travaillent dans la recherche, et ceux qui travaillent dans l'innovation, ceux qui travaillent dans l'artisanat. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de cocodanda, on parle de façon d'enfanie. On a souvent des sacs en cuir. On a des sacs en cuir, des chaussures en cuir. C'est l'occasion de le montrer donc à tous ceux qui viennent ici. La restauration. Nous avons la restauration. Mais, écoutez, donc il y a des stands pour la restauration. Alors, donc, dans le schéma, vous avez donc le chapiteau VIP pour les professionnels. D'accord, comme la presse, comme la presse et le ministère, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a cité. Et puis, vous avez à côté tout ce qui est artisanal et savoir-faire. D'accord. Voilà, nous avons des gens qui conçoivent un certain nombre de choses aujourd'hui. Nous avons donc des créateurs de mode, nous avons des stylistes. Nous avons donc ces artisans donc, de cuir, des bijoux et tout ça qui veulent bien se faire connaître aussi, donc du monde médiatique. Et puis après, nous avons à côté donc, la restauration. Nous avons la restauration et puis nous avons un podium pour la musique. Voilà. Mais maintenant, ce qui concerne
le stand, les stands VIP, ben, donc en dehors donc, des ministères, des institutions, des écoles de formation, eh bien, nous pouvons avoir même le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, à travers l'ONTB, peut prendre un stand pour faire découvrir en même temps donc, à ceux qui viennent les sites touristiques, même si aujourd'hui on a des difficultés à s'y rendre, mais c'est toujours important de le faire savoir, parce que quand même la crise va finir un jour. Voilà, donc c'est toujours intéressant que quelqu'un écrive pour déplorer le fait qu'aujourd'hui, c'est tel site qu'on a vu, on ne puisse pas aller aujourd'hui. Voilà, c'est toujours important. C'est-à-dire que ceux là vont repartir, ils vont écrire dans leurs journaux. Donc c'est l'occasion donc, pour de se faire connaître et de profiter de cette crème, on va dire, des médias qui arrivent donc, de l'Afrique pour pouvoir donc, se faire connaître et profiter pour vendre un peu le Burkina Faso. D'accord. Alors DG, il nous reste peu de temps. La foire du FILEP aura lieu, ça débute le 6 novembre. Ça commence le 6, donc juste avant le FILEP qui ouvre ses portes le 10, du 10 au 13. La foire commence bien avant, bien sûr, et puis finit le 13. Du 6 au 13. Voilà, du 6 au 13. Et c'est sur le site du FESPACO. Sur le site du FESPACO. Donc nous enchaînons immédiatement donc, avec le FESPACO, qui est une autre vitrine. Voilà, donc cette fois-ci, ce sont les journalistes qui s'emparent du FESPACO. Alors DG, pour ces conditions, donc pour ces personnes qui sont intéressées par les stands, on va certainement laisser des numéros. Oui, il y a le comité d'organisation et notamment donc la direction commerciale qui peut être contactée donc au 63 98 97 73 ou encore au 76 34 04 15. Donc vous avez toutes les informations et bien sûr que les prix ne sont pas les mêmes, mais en tout cas ce qui est certain pour ce qui concerne les artisans, c'est vraiment abordable et les restaurateurs aussi, c'est très abordable. Okay. Voilà. Donc pour ce qui est des stands VIP, nous avons demandé en tant que partenaire donc quelque chose de beaucoup plus consistant. Voilà. Merci bien, DG. Et puis voilà, on vous attend. Vous pouvez passer d'ailleurs à Savane Média aussi pour prendre des renseignements et de réserver des stands puisque le service commercial et marketing se trouve à Savane Média. Et il faut savoir que le dernier délai donc pour ça va être le 4 novembre. Le 4 voilà, novembre. Donc pour les inscriptions. Okay. Donc il faudrait que... Hâtez-vous. Voilà, tout à fait. Merci bien. Nous étions avec le directeur général de Savane Média pour parler de la foire du FILEP qui aura lieu du 6 au 13 novembre. Nous raccompagnons le DG notamment avec le spot publicitaire du FILEP. Dans le cadre du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP 2021, le centre de presse Norbert Zongo, en collaboration avec Savane Média, organise la foire de promotion des produits et savoir-faire locaux du 6 au 13 novembre au siège du FESPACO. À votre disposition, un grand chapiteau de 400 mètres carrés pour les professionnels contenant des stands pour les institutions, organisations professionnelles et les médias. Un studio télé pour des émissions spéciales sur place. Des stands pour la valorisation des produits et savoir-faire locaux et autres. Des stands disponibles pour les maquis et restaurants. Un podium d'animation et de promotion commerciale. Notez bien, ce festival verra la participation de visiteurs venant de plus de 31 pays. Alors, promoteurs et producteurs locaux, profitez de cette opportunité pour rendre visibles vos produits et services et accéder au marché international en réservant rapidement votre stand à Savane Média. Attention, nombre de stands très limité. Contact 63 98 97 73 ou le 76 34 04 15. Foire du FILEP 2021, une aubaine pour gagner le marché mondial via les médias. Chaque vendredi, vous le savez, vous avez rendez-vous avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière.
Aujourd'hui, nous parlons de l'arrêt et le stationnement. Comment bien stationner et comment bien s'arrêter avec nos engins, avec le moniteur Mikel Ouedraogo. Moniteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikiama. Alors, moniteur, arrêt et stationnement. Dites-nous quelle est la différence entre l'arrêt et le stationnement pour commencer. Merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent. Et encore une occasion pour attirer les uns et les autres sur les accidents de circulation. L'arrêt et le stationnement constituent des manœuvres importantes, des manœuvres qui doivent respecter les règles, sinon ça peut être source d'accident. Mais avant donc de répondre à la question, j'aimerais bien, pour ne pas oublier, remercier la mairie de l'arrondissement 10. Oui. Ils ont donc répondu à notre doléance et une voie était non éclairée donc au niveau du secteur 42 là-bas. Alors tout de suite, c'est bien éclairé. Merci. Vous avez donné votre contribution pour ce que les accidents diminuent. C'est l'avantage, disons, c'est l'objectif aussi de cette émission et de cette rubrique sécurité routière. Donc continuez à nous aider dans la circulation. Alors donc, un arrêt et donc l'immobilisation, selon le code de la route, au niveau de l'article R110.2, le code de la route définit l'arrêt comme étant une immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route et dans le but de descendre des passagers ou encore de prendre des passagers ou encore décharger des marchandises ou encore les charger. Alors donc c'est un arrêt, une immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route. Donc ça c'est pour l'arrêt. Pour l'arrêt, pendant que le chauffeur n'est pas loin. L'arrêt se différencie du stationnement du fait que le chauffeur n'est pas loin quand c'est un arrêt. Pourtant le stationnement peut se faire et dans des emplacements prévus pour ça. Voilà. Comme les parkings. Ah oui, les parkings, voilà. Okay. Là, on parle de stationnement. Donc, on ne stationne jamais sur la route. Mais on peut marquer un arrêt. D'accord. Voilà. Moniteur, parce que vous avez dit tantôt qu'il peut y avoir des accidents causés par peut-être un mauvais stationnement ou un mauvais arrêt. Quel est le constat que vous faites pour le cas du Burkina Faso, des accidents causés par l'arrêt? Bien sûr, vous savez que pour le cas du Burkina, surtout prenons par exemple la ville de Ouagadougou, où nous y vivons, on sillonne les rues de Ouagadougou tous les jours et tout le monde peut le constater. Les stationnements sont mal effectués à Ouagadougou. Ça, il n'y a rien à faire. La police municipale travaille jour et nuit pour que ça soit réglé, mais c'est toujours la routine, c'est toujours les mauvaises habitudes donc, dans les stationnements. Les stationnements ne respectent pas les règles du code de la route. À Ouagadougou, par exemple. Donc, ça cause beaucoup d'accidents. Et voilà, on a toujours déploré des accidents suite donc à des mauvais stationnements à Ouagadougou. Et que dit justement la réglementation même concernant le stationnement et l'arrêt? Alors, très bien. Je repars au niveau donc des décrets donc, pris par l'État sur les stationnements. Je vais vous lire tout de suite le contenu. Au niveau de l'article 4 du décret pris le 12 août 2003, et donc ce décret du 12 août 2003 nous dit clairement et situe tous les usagers sur donc, les règles du stationnement. Il est interdit de stationner sur la route en tout lieu où le stationnement est interdit par signalisation. S'il y a un panneau qui interdit le stationnement, alors ce décret interdit, voilà comme ici. S'il y a tout de suite un marquage qui interdit le stationnement, ce décret interdit de stationner à ce niveau. Ensuite, au niveau de l'approche d'un virage, c'est interdit. Voilà donc dans le contenu du décret pris le 12 août 2003, au niveau de l'approche des virages, interdit de stationner au niveau des virages, au niveau des sommets de côte, au niveau d'une intersection, au niveau d'un passage, c'est-à-dire au niveau du passage du train là. Voilà, c'est interdit au niveau des rails. Il ne faut pas stationner là-bas. Voilà. Le stationnement également ne peut pas non plus se faire. Et 3 jours en agglomération et 7 jours en rase campagne. C'est interdit. Voilà. Alors donc, le stationnement ne peut non plus se faire devant une porte, devant une bouche d'incendie ou sous un pont de nuit, sans éclairage, en bordure de la route, de manière à gêner la circulation ou à constituer un danger en double fil de manière interrompue, en un point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant 3 jours en agglomération et 7 jours en rase campagne. Donc pour résumer, et la loi nous précise clairement les règles du stationnement
au Burkina Faso depuis le 12 août 2003. D'accord. Alors, moniteur, on va parler maintenant de stationnement, toujours. Qu'est-ce que, justement, on appelle stationnement gênant ou stationnement abusif ou dangereux? Très bien. Un stationnement est dit gênant lorsque vous stationnez, comme je viens de vous le dire, vous stationnez de quelqu'un. Vous stationnez au niveau des parkings réservés aux bus. C'est gênant. Voilà, vous stationnez sur un passage piéton. C'est gênant, vous empêchez les piétons de partager la route à ce niveau. Voilà, sur le trottoir, c'est interdit de stationner. Voilà, donc le stationnement doit se faire dans des emplacements aménagés à cet effet. Okay. Voilà ce qu'on appelle un stationnement gênant. Est-ce que vous pouvez nous apprendre plus aussi sur les panneaux concernant l'arrêt et le stationnement? Oui, absolument. Il y a quelques panneaux que j'ai retenus. Prenons la diapo 2, 3, non 2, 3 et 4. Voilà, quelques panneaux. Le premier panneau du stationnement interdit, voilà. Quelques panneaux encore. Voilà, donc quand on voit ces panneaux-là, on ne doit pas... Ah oui, vous voyez, le premier panneau nous dit entrée d'une zone à stationnement interdit et le deuxième dit fin de la zone à stationnement interdit. Voilà, quelques panneaux donc qu'il faut connaître en matière de stationnement. D'accord. Voilà. Alors, moniteur, en général, quelles sont les précautions que nous devrons prendre quand on veut effectuer un arrêt ou un stationnement? Alors, tout de suite, lorsqu'on veut marquer un arrêt ou bien un stationnement, on doit toujours avoir dans sa tête, on n'est pas seul dans la circulation. Alors donc, vous risquez votre vie si vous arrêtez mal. Vous arrêtez dans un virage. On ne doit pas marquer un arrêt dans un virage. On ne doit pas également, à l'entrée d'un virage, s'arrêter. On ne doit pas également, à l'approche d'une intersection, marquer l'arrêt à ce niveau. Voilà, c'est dangereux. Vous risquez un accident et vous exposez également les autres usagers. Donc, c'est important de respecter ces règles essentielles-là dans l'arrêt et le stationnement. Conditions essentielles pour éviter un accident. D'accord. Ouais. Maintenant, que dire de l'arrêt ou le stationnement des véhicules poids lourds? Quand on prend le cas de Ouagadougou, voilà, souvent... effectivement, comme tout le monde peut le constater, la circulation des poids lourds reste toujours un problème au Burkina. Les organisateurs de transport de marchandises et la police, toujours des tensions entre eux, ce n'est pas simple. Alors, mais je demande à tous ces conducteurs-là et aux organisateurs de transport de marchandises de nous aider dans leur stationnement, en respectant les règles donc, que le conseil municipal a mis en place, à savoir contribuer à diminuer les accidents. Voilà un peu ce que je peux dire. On termine par l'exercice du jour comme tous les vendredis, moniteur. Très bien. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous demander d'apprendre à bien stationner. Au moins, dans la semaine, repérer un panneau de stationnement. Stationnement interdit, arrêt stationnement interdit. C'est le minimum. Je pense que lire un seul panneau, c'est déjà quelque chose. Donc, il faut apprendre à lire le panneau. Oui, les panneaux. Et puis, vous avez donné des conseils aussi. Oui. On ne doit pas stationner à certains endroits, donc il faut faire devant attention. Les portes des gens, comment vous voulez qu'ils accèdent à leur maison. Au niveau des virages, Au niveau des virages, c'est dangereux. Donc, il y a eu beaucoup d'accidents suite à des choses comme ça, voilà, un arrêt ou stationnement dans les virages. Merci bien, moniteur. À vendredi prochain. Voilà. Restez avec nous, c'est ensemble que nous allons clore cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, d'être fidèles à cette émission chaque matin, du lundi au vendredi à partir de 7h30 jusqu'à 9h. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine, Noufo Bonkongu, Michael Amuro et à toute l'équipe technique et à la production. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Nous allons nous donner rendez-vous lundi avec un autre site à découvrir, de nouvelles informations avec de nouvelles rubriques. Merci à vous de nous suivre et puis rendez-vous lundi. On se dit excuse, au revoir, à lundi.